Oui, c'était pas si simple que ça. Oui, personne te prévient avant que la parentalité, c'est... Alors oui, c'est beaucoup d'amour. Oui, il y a plein de moments de bonheur et de joie et de choses géniales. Mais c'est aussi beaucoup de difficultés. Et ça, je le vois là maintenant surtout, de moments où t'es poussé dans tes retranchements jusqu'à des limites que tu t'imaginerais pas un jour atteindre, quoi. Et ça, personne te prévient. Que ça va être douloureux, que ça va te faire remettre en question tout le temps. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Marie, salut. Coucou. Coucou. Coucou toi. C'est vrai, ça, faut toujours faire très gaffe à ce coucou sur internet. Pourquoi? Ah, t'as pas la ref? Non. Tu connais pas coucou, tu veux voir ma bite? D'accord. Tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas. Okay. Pour les gens qui n'ont pas cette référence, c'est une référence à un extrait de reportage, je crois, d'Envoyé spécial, qui en fait montrait des chats pour enfants, tu vois, où il était là. En fait, le mec dit coucou et enfin, en gros, ils se font passer pour un gamin. Coucou, et en fait, là, la voix off répond coucou. Tu veux voir ma bite? Voilà. Et c'est devenu un truc sur Internet, quoi. Je pourrais plus jamais dire coucou de la même maintenant, manière. Si tu me dis coucou comme ça, tu vois, je me dis, oh, putain, coucou, tu veux voir ma bite? Enfin, moi, c'est toujours un peu, c'est devenu, enfin, voilà. Si vous tapez dans Google coucou, tu veux voir ma bite, normalement, vous allez voir cet extrait de reportage. Et on commence cet épisode avec beaucoup de culture Internet. Bienvenue, Marie. Merci beaucoup. Bon, Marie, il va falloir que tu parles bien dans ton micro. Oui. Très bien. Marie, est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Oui. Je sais jamais quoi répondre à ces questions. Bon, je sais pas, quel âge tu as? J'ai 31 ans, bientôt 32. Je suis professeure de français en arrêt maladie depuis un petit moment et j'essaye de voir où j'ai envie d'aller et d'avancer pas à pas dans ma vie professionnelle. Ok. Je suis aussi maman de 2 enfants qui vont bientôt avoir 5 ans et 3 ans cet été-là. Voilà, j'habite en Bretagne. Est-ce que l'arrêt maladie a à voir d'une manière ou d'une autre avec, je sais pas, un changement de vie, une trentaine arrivée qui nécessiterait peut-être une volonté de reconversion ou quoi que ce soit d'autre? Ouais, il y a eu un méga virage sur l'aile. Ouais. Alors, je cherche tu sais, avec la voiture genre sur 2 roues, quoi. J'ai pas le mot là tout de suite, mais un dérapage contrôlé, enfin, ou pas contrôlé du coup, mais oui. Voilà, t'as un peu l'image sur en 2 tête. roues. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on l'a tous l'image. Et où je pense que ça a vraiment commencé, du coup le burn-out a commencé avec la parentalité, donc il y a 4-5 ans, et ça s'est cristallisé vraiment au moment de la séparation avec du père des enfants, et du coup le déménagement, le fait que je me dise que non, en fait j'avais pas envie de faire ce métier-là, que je l'ai fait pour des raisons qui étaient le couple, la famille, etc. Enfin voilà, qui était pas ce vers quoi moi je tendais vraiment, et en fait c'est une grosse remise en question de plein de trucs en même temps, quoi. T'as pas fait ce métier? C'était un peu par défaut? Oui et non. J'aime la littérature. J'aime enseigner. J'aime les ados. Mais j'aime pas la manière dont on demande d'enseigner dans l'éducation nationale. Oui, c'est ça. Le cadre, en fait. C'est pas parce que t'aimes transmettre la littérature à des ados que t'es forcément... Ou la langue française, faut l'expliquer, mais c'est juste... T'es censé devenir être prof. Il y a plein d'autres façons de transmettre la littérature à des ados. Oui, à la base, je suis animatrice socioculturelle. Voilà. Donc j'essaye de revenir vers quelque chose de plus éducation populaire. L'éducation populaire. C'est comme ça qu'on appelle tout le travail des éducateurs ou animateurs dans les assos, maisons de quartier, tout ce qui touche pas à l'éducation formelle, en fait.
Je savais pas que ça avait ce terme-là. Ok. Donc tu disais, tu as 2 enfants qui ont... Titouan, il va avoir 5 ans en juillet et Anaël, 3 ans en août. D'accord. Donc ils sont petits. Oui. Tu viens de dire aussi un truc qui était très fort, où tu as dit, en fait, le burn-out a commencé avec la parentalité, donc la maternité. Oui. Ok. Et ça, aujourd'hui, tu es en train de te dépatouiller avec tout ça pour faire en sorte de revenir à une vie, je sais pas, qu'on pourrait peut-être qualifier plus proche de ce que t'es toi, c'est ça? Oui. Okay. Oui, avec laquelle je serai en adéquation davantage. Ouais. De qui tu es? Oui. Ok. C'est un long travail. Bon, oui, on va en parler. Donc, merci pour cette mise en situation. La première question que je voudrais te poser, c'est comment t'en es venue à vouloir devenir maman? Très tôt, en fait. Je crois que je devais avoir 15 ans. Ma mère était assistante maternelle à ce moment-là. Elle a fait quelques années, je pense, 5-6 ans. Et j'adorais m'occuper des petits. Vraiment, c'était... J'ai toujours été quelqu'un de très maternel dans les groupes de copains et tout. On m'appelait souvent la maman. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pendant mes vacances scolaires, je me levais à 7h du matin pour être là quand les jumeaux arrivaient, pouvoir donner le bib et tout. Voilà, c'était... les jumeaux que ma mère gardait, qui étaient tout petits. Et du coup, effectivement... Oui, pardon, j'ai pas contextualisé. Mais... Ta mère est assistante maternelle, donc elle gardait des jumeaux, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, je savais à 15 ans, je me suis dit, ok, un jour, je serai maman, c'est sûr. Mais alors, inné ou acquis? Est-ce que tu es en train de copier, pour le coup, ta maman, de l'imiter, parce que c'est pas forcément copier, mais ta maman étant assistante maternelle, est-ce que tu crois qu'il y a un truc aussi de vouloir imiter maman, tout comme tu joues à la dinette quand t'es petit, ou ça dépasse un peu ça, tu crois? Je sais pas. Je pense pas que ça soit de l'inné, parce que de fait, devenir parent, c'est pas acquis. C'est quelque chose qu'on acquiert en apprenant. Ouais. Je veux dire, c'est pas là, comme ça tombe pas du ciel. Mais l'envie d'être parent, d'avoir des enfants. Après, pour moi, ça vient aussi chercher des réponses à des blessures où là, je vois avec le recul maintenant, mais à l'époque, on n'a pas conscience de ça quand on est ado. C'est pour ça que je te pose la question. Ah oui. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est une évidence, mais effectivement, avec le recul là que j'ai maintenant en tant que maman et en tant que personne qui travaille sur moi-même avec la thérapie, je vois que c'était une réponse à du coup une blessure d'abandon, et avec un besoin avec un besoin de sans doute de je sais pas comment, de lien très fort et d'amour, de transmission d'amour. La blessure d'abandon, pour remettre un peu de contexte, c'est ces fameuses 5 blessures de l'âme là de Lise Bourbeau, pardon. Je sais plus. Qui explique qu'il y a en gros 5 blessures par lesquelles on est tous plus ou moins affectés en tant qu'être humain, oui. Parfois une ou deux, parfois la totale. À des échelles différentes. Voilà, de plein de façons. Abandon, rejet, humiliation, injustice et trahison. Je l'ai, trahison. Et en fait, c'est très marrant parce que j'ai un peu l'impression que la façon dont tu le dis parfois aux gens, tu sens vraiment en fonction de la façon dont ils réagissent instinctivement en termes de corps, si tu veux, il y a vraiment un truc qui fait qui se brandit. Et là, tu vois, t'as tilté sur trahison. Je sais pas si c'est. Non, parce que j'étais en train de les lister dans ma tête et je voyais si. Donc blessure d'abandon et peut-être pour toi une façon comme une autre de régler aussi ce truc-là, en tout cas de manière inconsciente. Ouais, oui. C'était ouais, c'est ça, je pense. Ok. Pansement, je sais pas si c'est le bon mot, mais ouais. Oui, une façon comme une autre de la guérir. Ouais. Ok. Comment ça se passe plus concrètement? Un jour, j'imagine que tu rencontres un gars avec qui potentiellement tu peux faire des enfants, même s'il y a aujourd'hui d'autres façons de faire des enfants, mais disons que la façon la plus courante reste encore celle-ci pour l'instant, quoi. En fait, à 22 ans, je rencontre l'homme qui va devenir le père de mes enfants. On s'installe assez vite ensemble, parce que ça se passe bien, parce que voilà, on s'entend, la relation de couple se met bien en place. Et
Et en fait, on a fait les choses relativement dans les schémas familiaux dans lesquels on a grandi, donc avec quelques années de vie commune, mariage, et puis en fait, mais un moment où moi, à la limite, j'aurais presque été prête à me dire, c'est pas grave si l'enfant il vient avant le mariage. En fait, il y a un moment où c'était devenu viscéral. En fait, ça, c'était presque douloureux, cette volonté d'être mère. Et effectivement, après le mariage, j'ai arrêté la pilule genre tout de suite, et puis 2 mois après, bim, on s'est dit on essaye, et ça a marché tout de suite. Quoi. T'imagines bien que tu peux pas me dire que c'était douloureux et viscéral sans que je te demande pourquoi. Bah oui. Et c'était une très bonne question. Parce que je ne sais pas, c'est pas quelque chose que j'ai encore trop élucidé. Je sais pas si vraiment il y a une question. Je sais pas, parce qu'il y a eu des questionnements hormonaux ou des choses comme ça. Il y a un moment où ça, ou si vraiment il y avait une volonté très forte, ou peut-être que la blessure était très. Là, c'est des choses que auxquelles j'essaye de réfléchir là maintenant. Était peut-être encore plus, très. T'as pas comblé ta blessure d'une manière ou d'une autre par le couple, par exemple, parce que ça pourrait être un truc, tu vois. Non. Il y a eu d'autres trucs qui ont été sur lesquels, que le couple est venu travailler, guérir, mais ça non, parce que sinon j'imagine que ça aurait pas été un besoin aussi fort. Et j'arrive parce que je suis en train d'imaginer mon psy en train d'écouter ce que je suis en train de raconter. Madame Benoît. Bonjour. Ouais. Enchanté. Et il pop souvent des fois dans ma tête. Je l'entends me dire. Enfin bref, je l'imagine. Et bref. Et ouais, c'était. J'avais cette envie à la fois de devenir mère et de sentir la vie à l'intérieur de moi, de vivre cette expérience-là. Ouais. C'est vraiment un truc de. Tu sais, moi en tant que gars, c'est vraiment un truc de fou, hein. Oui, tu vois, parce que je me dis que c'est vraiment. Un truc que alors j'imagine que toutes les femmes ne passent pas par là, quoi, si tu veux, mais d'avoir vraiment ce truc où t'es jeune en plus, t'as quoi, 22, 23 ans. Non, au moment où je tombe enceinte, ou au moment où t'es vraiment dans ce truc de, ok, j'ai vraiment besoin d'avoir un enfant dans moi. Un tout petit peu plus. Enfin, voilà. Genre 24, 25. Oui, c'est ça. Ouais. Je veux dire, t'as pas non plus, tu vois, ce fameux cap de. Mais c'est pas la trentaine. 35 ans où t'as toutes tes copines qui sont en train de tomber enceintes, etc., où tu te dis, oh mon Dieu, je reste sur le bord du quai de la gare. Mais ouais, tu vois, c'est vraiment étonnant pour moi. Tu vois, ouais. Et en même temps, ça fait déjà 10 ans, en fait, que j'ai cette idée-là en tête. Ok. Très bien, écoute. Donc, 2 mois plus tard, mariage. Ouais. 2 mois plus tard, bam, enceinte. Ouais, j'ai une fertilité au top. Taquet. La meuf, faut faire attention où elle s'assied, quoi. Vraiment, sinon. Pardon, n'importe quoi. J'adore Qu'est-ce ce genre de qui se passe? Pardon. Mais donc, ok, tu tombes enceinte super vite. Ouais. Et comment ça se passe? Comment se passe déjà la découverte pour toi déjà que tu vas potentiellement être enceinte? Que je l'ai potentiellement. Eh ben, je suis trop contente. Ça se voit, ça s'entend. Les gens ne voient pas ta tête. T'es là. Je suis très contente. Et oui, je parle beaucoup avec les mains aussi. Du coup, il y a des fois, je mime des trucs et je me dis, ah mais non, c'est vrai que les gens, ils voient pas ce que je suis en train de mimer. En fait, non, je suis super contente parce que ça a fonctionné. Alors, en même temps, j'ai pas laissé beaucoup de place au romantisme. C'était très pragmatique, tu vois, genre avec test d'ovulation et je me dis que sur la première grossesse, je voulais que ça fonctionne, quoi. Et du coup, j'ai eu de la chance, ça a fonctionné. Quand tu dis test d'ovulation, tu veux dire quoi? Tu voulais vraiment que... Des tests d'ovulation, Non, vas-y, explique-moi. C'est comme un test de grossesse, ouais. Sauf que du coup, c'est juste pour voir si t'es en période d'ovulation. Ah oui, donc tu fais pipi sur un bâton et boum, ça te dit t'as un petit truc vert, ça veut dire que t'es en ovulation et que du coup la fécondation peut être ok. Mais donc ça veut dire que t'as laissé 0 chance au hasard, quoi. T'étais vraiment en mode déterminé. Ok. Pourquoi? Parce que c'était le projet. Il fallait. J'avais envie que ça fonctionne. Non, mais je veux dire, il y a plein de gens qui qui se disent ok, bon, j'arrête la pilule et en fait je laisse voir venir. Alors je suis en train de travailler là sur le fait que en fait
je suis quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans le contrôle des choses parce que ça me sécurise. Ok. Donc tu avais besoin de te dire, ok, donc le projet enfant, je vais en faire un tableau Excel et ça part direct. Ça part en prod. Voilà. C'est ça. On va faire des PowerPoint et tout pour expliquer le prénom de Titouan, si c'est un garçon, si c'est une fille, elle s'appellera Esther, et puis voilà quoi, c'est ça. Là, les prénoms c'est venu après, si tu veux, mais quand même. Mais comment ça, c'est venu après? C'est venu plus tard. T'avais pas déjà tout planifié? Non, pardon. J'avais une liste de prénoms, mais Titouan est venu, c'était pas du tout dans la liste initiale, c'était coup de cœur. C'était une vanne. Bref, oui, pardon. Je vois pas toujours, des fois il faut mettre des panneaux. Je me suis permis de le faire, mais ok, donc tu t'es vraiment mis en mode let's go. Donc effectivement, ça marche puisque 2 mois plus tard. Non, en fait, j'ai raté la pilule, j'ai laissé passer 2 mois le temps de récupérer un cycle, et le cycle, on s'est dit, on essaye, ça a fonctionné du premier coup, en fait. Ok. Ouais. Je vois dans ton regard que t'es en mode flip. Non, je suis pas du tout en mode flip, mais je suis plutôt, on sent la détermination de la meuf, quoi. Ouais. Oui. Mon meilleur ami, il me dit que quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas dans le cul. C'est une image comme une autre, tout à fait, qui se laisse entendre. Très bien. Comment ça se passe quand t'apprends que tu vas être enceinte? Pour toi, c'est juste, ok, la première case du tableau Excel est cochée. En fait, je m'en doutais avant, parce que j'ai eu des nausées assez vite et j'avais mal, j'avais super mal en bas du ventre. J'ai fait une première prise de sang qui était négative, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et puis j'ai attendu un peu et j'ai fait un test de grossesse qui à ce moment-là était positif. Du coup, c'était le matin au réveil. J'ai été voir mon ex-mari maintenant, qui est en train de se réveiller en lui disant il va être papa. Et du coup, il était trop content aussi. On a fait un gros câlin et voilà. C'était ce qui a été très difficile, c'était de pas le dire trop vite à tout le monde. Pour moi, c'était super dur. En plus, il y a des potes, ils le savaient parce que, en fait, j'en parlais tout le temps avant. Et puis d'un coup, pouf, j'ai arrêté d'en parler. Du coup, ils se sont dit, ok. Voilà. Tu serais un piètre agent secret. Hein, oui, non, c'est une catastrophe. Ok. Subtilité d'un 33 tonnes, tu vois. Un coup d'un seul après. Non, j'en ai toujours parlé, maintenant j'en parle plus. Voilà. Très bien. Comment se passe cette grossesse? Relativement bien, parce que, alors, l'année de préparation de mon CAPES, donc, première année de master avec tout le concours à préparer et tout, donc, oui, regarde. Tu aimes te faciliter la vie, c'est ça? Oui, j'ai préparé ma licence, ma L3 de lettres, je l'ai faite en faisant mon mariage, ma L2 de lettres, je l'ai fait en me faisant ma L3 de sciences de l'éducation. Enfin, okay. Bien, t'as pas, en tant que meuf hyper organisée et qui adore les tableaux Excel, tu t'es pas dit, ok, je vais d'abord passer le CAPES, tu vois, cocher cette case-là entre guillemets avant de passer à la... non, parce que il y a un truc, mais que je savais pas à cette époque-là, qui s'appelle le TDAH, qui fait que je pense. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le TDAH? Pardon, je développe le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Ça peut être, moi j'ai les deux. On peut être que de l'attention ou de l'hyperactivité ou combiné. Moi j'ai les deux. Jackpot. Et du coup, qui fait que, alors, je crois que dans le développement neurologique du cerveau, il y a un truc qui se fait pas normalement, qui fait c'est la dopamine, je crois, comme si tu le crois, je te dis. Si tu le dis, je te crois. Si c'est dopamine ou sérotonine, j'ai un trou de mémoire, mais bref, qui se développe. Une hormone qui se développe qu'on sécrète pas pareil, okay. Et qui fait qu'il y a certaines fonctions cognitives qui sont affectées par ça, et dont le besoin de voir les choses tout de suite, l'impulsivité, et qui fait que l'attente est très 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 difficile. Et surtout sur des projets comme ça qui sont très et en fait en allant très vite, en me projetant déjà, pour moi l'attente elle est j'arrive pas à avoir le bénéfice de l'attente et sur des choses aussi lointaines en fait, et comme rendre un projet sur 1 an, genre le mémoire, moi je le fais, mon mémoire de M2 je l'ai fait enceinte de 8 mois de ma deuxième, 1 mois avant de le rendre, quoi. Alors j'ai fait que ça sur mon longue grossesse, leur dit pendant 1 mois, mais parce que il y a besoin d'une échéance assez rapprochée pour voilà.
D'accord. Et donc, pour le coup, pour la grossesse... Du coup, pour la grossesse... C'est chiant, c'est 9 mois, oh là là. Ouais, bon, en même temps, il y avait le CAPES, hein, donc il y avait de quoi bosser. C'est pour ça que t'as fait tes enfants en même temps, tu crois? Non, je sais pas, c'est parce que c'est arrivé en concomitance, en fait, et que mon ex-mari, lui, il avait un boulot, enfin voilà, il y avait pas de... En termes, il y avait une sécurité. Non, bien sûr. Tu te rajoutes un peu des cailloux dans le sac à dos, quoi, en faisant ça. Non. Ouais, je pense que sur le moment, je me suis pas rendu compte de. Je me dis, oh, ça va, je peux le faire. Et d'accord. Voilà. Et du coup, ça a fonctionné, mais c'est vrai. Et en fait, c'est juste genre le 1er et le 4e mois où j'ai eu beaucoup de fatigue. Et sur la fin, où j'avoue qu'aller passer les oraux à 7 mois et demi de grossesse, alors qu'il fait 32 degrés, que t'as les bas de contention parce que t'as les jambes qui gonflent de volume, c'était un peu hardcore. Et qu'après il y a eu 15 jours de travaux dans l'appart et que j'en pouvais plus de la poussière partout parce que ponçage des murs et tout, et j'ai fait à la fin des 15 jours, j'ai fait ok, j'en ai marre, j'ai fait 3 heures de ménage dans l'appart, lendemain contraction forcément, et du coup j'ai là 34 semaines, donc j'étais 1 mois et demi avant terme, donc c'était beaucoup trop tôt, donc j'ai été 15 jours sur le canapé, j'avais pas le droit de bouger, c'était dur, et après ça s'était calmé, et en fait j'ai quand même accouché à 36 semaines, donc 1 mois avant terme. Okay. Et à la base, on est parti sur un projet de naissance physiologique avec une maison de naissance qu'il y a à Rennes, et dans une clinique à Rennes. Et puis là, du coup, comme c'était un peu trop tôt, j'ai dû faire un accouchement pas physiologique, enfin un peu plus classique, hospitalisé, quoi. Ouais. Donc voilà, du coup, la grossesse, mais les premières petites bulles qu'on sent à l'intérieur du ventre quand on commence à sentir les premiers mouvements, ces petits mouvements, et puis c'est marrant parce que je mettais ma main d'un côté, pouf, je sentais la tête qui venait, et puis toute cette communication in utero, pour moi, elle était vraiment c'est ce qui vraiment m'a manqué le plus après. C'est vraiment le sentir, sauf sur la fin où il prend tellement de place que dans les côtes, l'estomac. Oui, il finit par prendre toute la place. Rendez-moi l'intégralité de mes entrailles, s'il vous plaît. Parce que je pourrais retrouver de la place là-dedans. Mon estomac, il aimerait bien plus de place, s'il vous plaît. Okay. Mais voilà, du coup, ça, c'était vraiment, vraiment des chouettes moments. Le pire, je pense, c'est parce que comme je suis un peu maso, j'ai fait des fins de grossesse en été, et avec des canicules à ce moment-là, et du coup, j'avoue que les jambes qui gonflent, c'est l'enfer, quoi. T'avais pas calculé ça dans ton tableau Excel, parce que tu vois, il fallait que ça soit maintenant. Ouais, oui. Je sais pas, je non, charrie un peu, mais... Il y avait aussi une histoire de idéalement avant septembre, parce que les histoires de mutation et tout, de points, c'est de con, machin, mais c'est très pragmatique aussi, parce qu'il y a un moment donné où construire une famille et se retrouver à un poste qui t'emmène à 300 ou 400 km de chez toi, voilà, l'éducation nationale Est-ce que tu as fait des enfants aussi vite aussi pour ça, ou ça faisait partie de ton plan global? Non, en tout cas pour Titouan, non, c'est sûr. Pour la deuxième, disons qu'elle est arrivée, le projet a avancé de 6 mois pour ça, mais c'était quand même le projet de les avoir assez rapprochés. Okay. Et au moment où c'est décidé, moi j'étais prête à... il m'a fallu du temps, 1 an et demi, mais pour me dire que j'étais... parce qu'au début, je me dis non, mais ça va être... je pourrais jamais aimer mon deuxième comme j'aime mon... il va se sentir abandonné, mon premier, c'était... Parce que j'ai pris un congé parental, du coup, après le CAPES, quand j'ai eu mon premier. Et parce que à 3 mois, je me sentais pas du tout capable de reprendre le M2 en le laissant autant, et il était tout petit, et puis du coup j'avais pas arrêté l'allaitement, mais on commençait le mixte, et en fait ça me manquait trop, et voilà. T'as dit beaucoup trop de choses, mais ok. Je voudrais revenir à comment s'est passé l'accouchement, ton premier accouchement. Écoute, je crois que j'ai commencé à avoir des contractions le mercredi dans l'après-midi à la maison, donc en étant avant terme. J'avais des potes à manger le mercredi soir. Donc j'ai quand même fait à manger dans l'après-midi. Ils sont venus manger. Et puis comme ça passait toujours pas, que c'était assez régulier et un peu douloureux quand même, on a fini par aller aux urgences gynéco à la clinique où j'étais inscrite pour l'accouchement. Et j'avais le col un peu ouvert, donc ils m'ont dit on va vous garder en fait. Et puis un mois avant, ça va quoi. Et en fait, donc jusqu'au
toute la nuit du mercredi, j'avais des contractions toutes les 8 minutes. Donc, impossible de dormir, évidemment. Ce qui est pas mal. Ouais. Et en fait, tes contractions, elles servent à rien. c'était un faux travail. Enfin, c'était du faux. C'est-à-dire que le col était un peu ouvert, mais il était resté bloqué à 3, quoi. Et ça ne bougeait pas. Donc j'ai tout fait. Ballon, le bain, marcher. J'en pouvais plus. J'étais fatiguée. J'en avais marre d'avoir des contractions. Je tiens à écouter pour les gens qui sont pas au courant, c'est qu'en fait, les contractions servent normalement à ouvrir le col de l'utérus. Et si vous avez des contractions qui n'ouvrent pas le col de l'utérus, c'est juste, ça sert à rien, quoi. Ouais. Ça fait mal et ça sert à rien. Normalement, c'est fait censé faire le fameux travail, n'est-ce pas? Là, ça travaille pas du tout. Voilà. Donc, j'ai essayé d'écouter de la musique en faisant des petits ronds sur mon ballon, en essayant de souffler à chaque contraction. Puis après, il fallait que je fasse des temps de monitoring pour voir si le cœur du bébé, il tenait le rythme, etc. Enfin, et donc, le lendemain matin, parce que comme à la base, le projet de naissance, c'était sans péri, oui. Mon ex m'a dit allez, on essaye. On essayait, comment ça, on essaye, t'es mignon, je voudrais bien t'y voir, toi. Et sur le moment, je me dis, allez, c'est vrai que c'était le projet, c'était, dans les moments de douleur, c'était aussi son rôle d'essayer de rappeler ce qu'on avait prévu et voir si, essayer des fois de pousser parce que sur le moment, et puis après coup, on est content de l'avoir fait quand même, etc. Donc, je pense que c'était sa posture à lui. C'est ce pourquoi. De venir dire, de venir là en soutien et en mode, rappelle-toi, je sais que là, c'est pas facile, mais c'est ce que t'avais envie, etc., etc. Entre la théorie et la pratique, voilà. Il y a un monde. C'est un peu ça. Parce que j'avoue que le lendemain matin, j'avais pas dormi. J'avais des contractions depuis presque 24 heures. Elle est venue me voir en me disant, ah bah non, le col il est toujours à 3, j'ai fondu en larmes. J'ai dit, moi j'en peux plus là. Et lui il était là, allez, on tient encore la matinée. Allez, toujours pas de péridurale. Et toi t'es là, c'est moi qui suis en train de crever. C'est ça. Donc on a été marcher. Voilà, j'en pouvais plus, on a quand même été marcher. Okay. Et il y a un moment donné où dans la matinée, ils sont venus me dire qu'en fait, sur une prise de sang, j'avais marqueur inflammatoire qui augmentait un peu. Donc il y avait un risque d'infection, donc ils allaient me déclencher. Et là, j'ai dit, ok, mais avant, je veux la péri. Parce qu'il faut savoir que le déclenchement, du coup, il balance une petite dose d'ocytocine, qui est une hormone qui enclenche les contractions, sauf que du coup, ça arrive très vite, très fort. Et donc, le corps, il a pas eu le temps de se préparer. Donc, déjà que les contractions, ça fait mal, mais quand c'est déclenché, ça fait encore plus mal. Donc, j'ai dit, ouais, mais là, moi, j'en veux plus, j'ai plus la force. Donc, du coup, effectivement, j'ai eu la péri le jeudi midi. Et après, j'ai pu dormir par tranche de 20 minutes et Tito arrivé le soir. En fin de journée, ça a été, pour le coup, ça s'est vraiment très bien passé. C'est un petit machin de 2,4 kg et 44 cm. Oui. Comme une lettre à la peine, non, je déconne. C'est sorti tout seul. À ce point-là. J'ai poussé 3 fois et pouf. C'est vrai? Ouais, quelque chose du genre. Okay. Ouais. D'accord. Et voilà, je l'ai pris sur moi tout de suite et ça, c'était trop cool. La première rencontre, c'est magique. Petit machin qui est sur toi. Et en fait, c'est... Enfin, moi, je sais pas, mais tout de suite, il y a l'amour inconditionnel qui est là, en fait. Alors, je sais que c'est pas pour tous les parents pareil, parce que je sais par des lectures, par des témoignages, que des fois, il y a des liens qui mettent du temps à se créer. J'ai eu, je sais pas si je peux dire la chance, mais en tout cas, j'ai eu le bonheur de vivre ça. Oui, puis c'est pas parce qu'il y a des gens qui le vivent pas. Oui, non, que je m'interdis de le vivre. Qu'il faut pas le vivre ou pas le raconter, quoi. Mais du coup, c'était vraiment extraordinaire. Mais si vous le vivez pas, c'est pas grave. Enfin, tu vois, oui, ça fait pas de vous des mauvais parents a priori, quoi. On est totalement d'accord. On reste quand même des putains d'animaux et que parfois, en fait, c'est plus compliqué que juste comme ça, on est juste des êtres humains avec des failles, en fait. Voilà. N'oublions pas que il y a quand même pas mal de mammifères qui bouffent leurs petits, hein, d'accord? Donc on s'en tire pas si mal. Et là, c'est vrai que je les appelle souvent mes petits rôtis. Hein. Ok. J'ai des étiquettes. Très bien, Madame Fourniret. Des étiquettes bébé à bord sur mon congèle. Eh bien, écoutez, très bien. Nous recevons donc aujourd'hui Marie qui met donc ses enfants au congélateur. Écoutez, après tout, Histoire de Daronne est ici également pour parler de toutes les maternités, de toutes les façons de consommer ses enfants au four ou en pot-au-feu. Une petite glace de l'été, là. Pardon. On digresse un peu. On digresse de ouf. Bon, très bien. Donc, ce premier accouchement se passe bien. Ouais, l'allaitement, enfin, plus ou moins, c'est-à-dire que, enfin, l'accouchement, lui, ça, c'était long. 30 heures de travail, c'était quand même très long. Mais tu t'en souviens plus sur le moment parce que tu es heureuse. Non, j'ai mal. Non, mais je sais pas, moi. Si. Alors non, c'était horrible parce que je suis montée me coucher. Je crois qu'ils m'ont monté en chambre, il devait être minuit.
Donc j'avais pas dormi depuis le mercredi matin, donc on est le jeudi soir, depuis le mercredi matin, j'avais pas dormi, ou presque pas, quoi. Donc on monte en chambre vers minuit, et genre 1 heure plus tard, je crois, il y a une infirmière qui me passe pour me faire me lever pour aller faire pipi, pour voir s'il y avait besoin d'une sonde ou un truc comme ça, tu vois, parce que comme il y a eu la péri, genre ça fait 1 heure que je dors, je me réveille, je ne sais plus qui je suis, où j'habite, et je vois mon fils qui est là, et je le vois pas respirer, et là gros flip, tu vois. Et alors l'infirmière était à côté de moi, heureusement elle m'a rassurée, si regardez, mettez votre main, et effectivement j'ai senti son petit ventre, mais waouh, c'était hardcore quoi, ce réveil là. Dans le monde de la parentalité. Puis j'étais toute seule en plus, parce que du coup il y avait pas de, une nuit en chambre, il y avait pas de lit pour les pères, ou alors il fallait mettre un matelas au sol, et puis ça coûte une blinde, mais où il y a quasiment rien au petit déjeuner, c'est pas fait pour l'accueil des pères, hein. Ça c'est un gros manquement, je trouve, dans les accueils. Sans déconner. Ouais, non mais je sais que moi je me souviens très bien de cette nuit, de ce moment horrible où tu dois quitter ta femme et ton enfant, et que en fait il y a rien pour toi à ce moment-là, quoi. Ouais. C'est terrible. Après, je crois qu'il était aussi un peu content de pouvoir rentrer dans le lit en vrai une nuit complète. Ouais. Parce que lui non plus, il n'avait pas forcément beaucoup dormi en vrai. Du coup, ça permet qu'il y en ait au moins un des deux reposé un petit peu. Ouais. Mais ouais, cette première nuit, c'était parce que t'as mal aussi. Les points et tout. J'en ai pas eu beaucoup. Mais quand même, ça vient chatouiller un peu, quoi. Tu parles des points de quoi? De l'épisiotomie? Non, alors j'ai eu la chance. J'en ai pas eu pour aucun des deux. Okay. Et j'ai quasiment pas eu de points tout court, parce qu'en fait, je sais pas, morphologiquement c'est ok ou bien joué. Ouais, mais il n'empêche que mais t'as quand même recousu, quoi. Ouais, ils ont quand même fait quelques points, donc super. Ça pique, celui de la fourchette là, il pique mes cheveux quand même. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais d'accord. La jonction, tu sais, vraiment le petit point, tu vois là, ça va être très très anatomique, l'entrée du vagin, oui. Tout en bas, vraiment. Pourquoi couper? Ouais. Non, c'est pas coupé, c'est juste déchiré, en fait. Donc, faut recoudre. Je vous rappelle d'aller écouter l'épisode sur l'épisiotomie, où j'ai encore quelques petits soucis, moi, à titre personnel, même si je ne l'ai pas vécu dans ma chair, avec ce concept, globalement. Oui. Très bien. Comment se passent les premiers jours? C'est dur. En fait, je suis restée 11 jours. Parce que du coup, comme il était préma, fallait déjà qu'il prenne un peu de poids. Il fallait qu'on ait plus besoin de faire de lumière bleue, parce qu'il faisait un petit peu de jaunisse du nourrisson, pas beaucoup. Et surtout, il fallait qu'il arrive à téter en respirant en même temps. Parce que ce petit bonhomme, le truc au début, c'est qu'il faisait manger, mais il oubliait de respirer, donc il devenait tout bleu et il désaturait. Et du coup, et puis moi, l'allaitement a mis un peu de temps à se lancer. Alors pour le coup, l'allaitement c'était un projet qui était vraiment très important pour moi, et pour lequel j'ai persévéré. Ça a mis 3, je dirais en tout 5 semaines à vraiment bien se mettre en place, c'est où j'ai galéré. Et ça, j'ai eu mal, la montée de lait, j'ai eu de la fièvre, j'ai passé 24 heures avec les seins énormes, et où on pouvait rien poser dessus tellement ça me faisait mal. C'est parce que j'ai eu une infection un petit peu en même temps, je pense, qui fait que c'était. Ouais, et du coup, lui, il venait téter sur ça, ou sur mes seins qui étaient déjà ultra sensibles. Ouais, c'était presque à pleurer, tu vois, les premiers jours. Mais quelle joie, putain. Ouais. Après, en vrai, une fois que c'était en place, j'étais trop heureuse que ça fonctionne, et c'était des purs moments. Mais c'est vrai que sur le début. C'est dur, quoi. Sur le début, si t'es pas prêt, pas déter, faut s'accrocher en fait. Et surtout, est-ce qu'il y a des gens qui te disent non, mais en fait là t'es en train d'en chier, mais t'inquiète, ça va s'améliorer, quoi? Parce que pour moi c'est vraiment ce truc de ok, est-ce que ça va durer comme ça? Est-ce que c'est ça le concept de l'allaitement? Oui et non. Disons que j'avais autour de moi des amis qui étaient déjà mamans, donc je savais qu'il y a un moment où. Alors je savais pas que c'était aussi galère, mais je savais qu'après j'avais vu les mamans allaiter, ça se passait très bien. Et du coup je me doutais qu'il y a un moment où ça allait se réguler. Mais c'est vrai que pendant quelques temps, ouais. Et tu vas voir, c'est encore pire pour le deuxième. Et puis le fait de pas trouver, d'avoir peur de pas faire la bonne. Puis c'est nouveau, tout est nouveau parce que c'est le premier. Et puis t'as des soignants, t'as des équipes, alors qui sont chouettes, mais quand t'as 15 000 avis différents qui viennent, qui te disent plein de trucs
jamais la même chose d'une personne à l'autre, et à la fin tu t'es perdu, tu sais plus ce qui est, comment il faut faire, si tu fais bien, si tu fais pas bien, si tu prends un risque pour ton enfant ou pas, et au final, au bout de 11 jours, quand on pouvait quitter la mater, à la fois j'étais contente parce que j'en avais marre, et à la fois j'étais flippée parce que c'était devenu un cocon un peu sécurisant, et se dire rentrer chez soi et de pas avoir de repères et de gens sur s'il y avait un problème ou quoi, j'étais pas forcément hyper sereine de rentrer à la maison en fait au début. Ah ouais. Ouais. Pourtant c'est le concept, à un moment donné il faut se lancer dans le grand bain quoi. Mais c'est juste que d'avoir été aussi ah oui, pendant 11 jours c'était long, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ok. Et que ça a mis en place un genre de cocon, et duquel c'était un peu difficile de sortir. Okay. Surtout qu'il y a eu ce contexte de désaturation, etc. où tu le vois changer de couleur pendant qu'il est en train d'allaiter, tu l'enlèves, il est tout amorphe, c'était un peu flippant quoi. Je suis en train de nourrir mon enfant et il décède. C'est ça. C'était un concept. Le concept est quand même dingue. Écoute, je le nourris et il meurt. Bah, très bien. Oui, parce qu'en fait il a tellement faim qu'il oublie de respirer. Ok, et comment ça se passe alors? Le retour à la maison? Ouais, c'est 11 premiers jours. Après, c'est 11 premiers jours, pardon. Plutôt bien. Finalement, tu t'en sors? Ouais, ça va. Beaucoup de fatigue, forcément, mais parce que les nuits, tout ça, et beaucoup de réveils pour voir s'il respire toujours, et voilà. Ah ouais? J'étais pas mal flippée de la mort subite du nourrisson, je crois. Mais ah ouais, donc tu te réveillais pour la nuit random pour voir un petit peu comment s'il était en train de mourir. Je mettais pas des réveils, mais de moi-même des fois je me réveillais et je mettais juste une main et je voyais que ça allait, du coup pouf, je me rendormais. Alors après en vrai, vu qu'il se réveillait au début assez régulièrement, j'avais pas trop le temps de me réveiller entre les réveils. Oui, c'est ça. La nature est bien faite. Et ok. Mais ouais, et bon après voilà, la mise en place des repères, de trouver un équilibre de fonctionnement. Et puis en plus, on est parti à un mariage dans Massif Central. Okay. Donc 6 heures de route. Okay. Mon fils avait 6 semaines. Oui. Sur un pic de croissance. Ah oui, mais pareil, les pics de croissance, on m'avait pas prévenu au début. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Non, si, je sais ce que c'est. Il faut que je l'explique. Quand on allait, les pics de croissance, c'est des moments où en fait ça fait plateau. Donc il y a pendant le pic de croissance, le lait, parce que la nature est bien faite, s'adapte aux besoins de l'enfant. Donc pendant 24 heures, l'enfant va beaucoup téter pour dire attention, j'ai besoin de plus d'un lait différent. Et le lait va s'adapter, donc après il va y avoir un plateau, et puis d'un moment un pic de croissance, et du coup ça arrive à 3 jours, 6 jours, 9 jours, et pareil, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines. Et après on dit 3, 6 et 9 mois, mais en vrai moi je les ai pas vus passer ceux-là. J'ai surtout vu passer ceux des premiers jours et ceux des 3 et 6 semaines. Où là, effectivement, c'est 24 heures ou 48 heures avec l'enfant quasiment accroché au sein, parce que ça peut être presque toutes les heures, quoi. Et quand tu sais pas, au début, t'es mais pourquoi il tète toutes les heures? Qu'est-ce qui se passe? Il a faim. Comment ça se fait? Mais tu sais, par rapport à ce truc où tu me disais que tu voulais devenir maman depuis que tu avais 15 ans, etc., il n'y a pas un truc chez toi aussi qui se déclenche de façon assez naturelle de désormais je suis maman et j'embrasse complètement cette mission qui est mienne? J'ai l'impression de t'avoir perdu avec ma question. J'ai fait une tête chelou dans ces heures. Je me débloqué. Elle était pas claire, ma question? Tu sais, comme tu me disais, en fait, que depuis que... Oui. Tu vois en fait, c'est le lien d'amour inconditionnel qui est là. Après, c'est juste que je suis pas quelqu'un qui a une grande confiance en soi. Et j'ai peur de mal faire, souvent. Et là, c'est son enfant, donc on a vraiment envie de faire les choses correctement. Et donc, je me... Tu te foutais la pression? Ouais, de ouf. Okay. Moi, je le fais toujours, mais j'essaie de maintenant, j'ai conscience que je le fais. Donc, j'essaie de moins le faire. C'est mieux. C'est ça, on avance. Petit à petit. Ok, donc tu te foutais la pression de ouf? Non, parce que je te pose cette question parce que tu m'as dit au tout début du podcast que t'avais ton burn-out qui était arrivé au tout début de ta parentalité. Alors, je me demandais à quel point ça a coïncidé, tu vois, justement avec cette forme de pression que tu t'es collée aussi. Ouais, c'est arrivé dans cette année-là parce que je dirais pas tout de suite, mais
je pars vers 6-7 mois de Titou. Ouais. Et qui est pas pourquoi le congé parental, en fait, je pense. Paradoxalement. C'est ton congé parental qui t'a collé en burn-out. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, je passais mon temps à m'occuper de mon fils et de l'appart. Et bon, j'arrivais à faire des petits trucs, genre jouer un peu à WoW. Je me suis fait une petite session d'Open Classroom pour apprendre à faire du HTML et du CSS parce que c'était rigolo. Enfin voilà. T'as programmé un peu. Oui. Enfin oui, ouais. Oui. Non, bah, tu te formais à des trucs en dehors de mon champ de compétences. Juste d'être maman. Oui, ouais, mais c'était pas beaucoup et ça faisait partie des trucs qui étaient compliqués avec mon ex-mari où quand il rentrait le soir du boulot, il était 19h, il était parti depuis 9h le matin. Moi j'avais qu'une envie, c'était de lui coller mon fils dans les bras, de pouvoir faire autre chose, pouvoir prendre une douche sans qu'il pleure à côté, parce que des fois c'était ça en fait, j'étais obligée de le foutre dans le transat dans la salle de bain à côté de moi et de l'écouter pleurer les 5 minutes où je prenais ma douche parce que il y a un moment donné où j'avais besoin de me laver quoi. Là jamais réussir à manger chaud, etc. Enfin bref. Et de pas forcément avoir la tête à jeter toutes les couches, etc. Et alors, des fois, je me prenais réflexion en mode, tu as que ça à faire, tu pourrais jeter les couches. Enfin, ça, t'as que ça à faire. Ouais, ou alors, moi aussi, je rentre du boulot, moi aussi, j'ai envie de me poser, et avec le recul, j'avais l'impression que s'occuper, alors, c'est peut-être un peu sévère comme jugement, je sais pas comment lui, il le vivait, mais en tout cas, moi, ce comme ça renvoyait comme image, c'était que c'était une corvée, de prendre le relais sur s'occuper de son enfant. Et j'arrivais pas à me poser et après je me mettais aussi la pression sur le fait d'avoir une maison clean, enfin l'appart à l'époque, mais parce que quand il commençait à faire du 4 pattes, je voulais pas que le sol il soit dégueulasse, fallait faire tourner la machine, enfin voilà, s'occuper de la maison quoi, c'est vite hyper prenant et puis aller se promener machin, alors que oui il pleure dans la maison et moi j'en ai marre, donc la solution c'est de mettre dans la poussette et d'aller se promener, mais en fait moi ce que j'avais envie c'était de me poser dans le canapé et de me reposer, et donc maintenant j'ai pas envie de sortir en fait, mais il y a un moment où c'est ça où on pète un câble quoi. Ouais. Et alors la chance que j'ai eue, c'est que j'ai une amie qui a eu son enfant fin de grossesse et son enfant à peu près dans la même année en fait, et qui habitait pas loin, donc on a réussi à se voir assez régulièrement avant et après son accouchement, ce qui fait que voilà, on pouvait passer du temps, on n'était pas seul. Et puis d'entendre quand on commence à dire que c'est difficile ou que à se plaindre un petit peu, et d'entendre t'as voulu un gosse, t'assumes, c'est pareil, il y a un moment où c'est un peu, enfin en fait les gars, mais en fait personne te prévient avant que la parentèle. Qui te disait ça? Des amis, oui, principalement des amis. Oui, des amis avec des guillemets, ouais, tu fais, mais c'est ok. Et t'as voulu un gosse, t'assumes, c'est quand même c'est hardcore. des jugements faciles de personnes qui n'ont pas eu d'enfants en fait. Oui. Ouais. Et parce qu'on se livre pas le guide du parent qui s'en sort avec la naissance de ton enfant, ça ne marche pas. Puis s'il y avait une recette, ma petite dame, ça se saurait. On se la serait transmise. C'est faux d'ailleurs. Non. Même s'il y avait une recette, je crois qu'on se la transmettrait pas juste pour nous foutre des bâtons dans les roues. Tiens, tu vas essayer. Moi j'ai galéré, tiens, vas-y galère aussi. La recette, je la garde pour moi. Ouais. Ok. Donc ouais, ce congé parental, paradoxalement, j'allais dire, t'as aussi mis dans la difficulté, alors que tu... Ouais, parce qu'il y a une période de l'année où j'ai commencé à perdre l'appétit, en fait, où j'avais des nausées tout le temps, parce que et en fait, à partir du moment où j'en ai parlé avec un médecin et on me parlait de burn-out parental, pouf, ok, et du coup mon corps ça allait mieux en fait, j'avais plus de nausées, et en fait je me dis ok, c'est vraiment ça, c'est vraiment de l'épuisement, parce que faut se réveiller la nuit, quoi qu'on a eu la chance, il a fait ses nuits assez tôt, mais c'est juste que entre le coucher de l'adulte et le réveil de l'enfant, des fois il n'y a pas beaucoup d'heures non plus, et que les journées sont vite passées, et que les siestes parfois c'était pas beaucoup, et que pendant qu'il fait les siestes, alors oui normalement il faut dormir, mais en vrai il y a toujours une machine à détendre, un truc à faire, et que quand le reste du temps il t'accapare 100% de ton temps, parce qu'il y a un âge où ils sont plus juste à gazouiller dans le transat, ouais. Et encore des fois ça n'arrive pas du tout, enfin je veux dire même quand ils sont en âge de pas forcément beaucoup bouger, ils demandent quand même, il y a des enfants qui ont besoin d'être plus portés que d'autres ou plus maternés que d'autres, etc. Et donc t'as pas forcément le temps de faire tout le reste. Et il y a un moment où il faut que ça soit fait en fait, et il y a personne qui le fait pour toi. Donc comment
En fait, je suis en train, tu vois, de me demander par rapport à la petite Marie de 15 ans qui se levait à 7h du mat pour donner le biberon aux petits jumeaux, etc. Bon, qui pour le coup étaient pas ses enfants. Et la Marie un peu plus vieille, quoi, tu vois, peut-être 12 piges plus tard. Il y a une forme de désillusion pour toi par rapport à tout ça, sans pour autant dire que, je sais pas s'il y a une forme de regret, mais c'est dur à ce moment-là pour toi. Tu te dis, oh putain, finalement c'était pas si simple que ça. Alors non. Alors il y a deux choses. Oui, c'était pas si simple que ça. Oui, personne te prévient avant que la parentalité alors oui, c'est beaucoup d'amour. Oui, il y a plein de moments de bonheur et de joie et de choses géniales, mais c'est aussi beaucoup de difficultés et ça je le vois là maintenant surtout, de moments où t'es poussé dans tes retranchements jusqu'à des limites que tu t'imaginerais pas un jour atteindre, quoi. Et ça, personne te prévient que ça va être douloureux, que ça va te faire remettre en question tout le temps. Tu ne peux plus dire ça maintenant puisque tu es en train de parler dans ce micro. mais tu vois, dans mes projets de reconversion professionnelle, mon idéal, c'est d'aller faire de la prévention, alors sur la sexualité, la vie affective, les rapports hommes-femmes, en fait, à travers la communication non violente, aussi l'écoute active, voilà, d'essayer de travailler tout ça, la déconstruction des stéréotypes, des préjugés, ou en tout cas la reconstruction d'autres choses, d'aller discuter, éveiller conscience, et la parentalité. T'aurais aimé que la petite Marie de 15 ans, on lui explique ça? Alors, je sais pas si la petite Marie de 15 ans, elle aurait été en capacité de l'entendre. Okay. La Marie un peu plus vieille, peut-être. Okay. Avant. Ou dans les cours non, j'allais dire dans le cours prépa à la naissance, mais c'est déjà trop tard. Est-ce que tu crois que tu aurais pris la même décision, ou en tout cas tu l'aurais prise peut-être de façon plus consciente, ou je me demande à chaque fois s'il n'y a pas un truc où l'être humain est quand même obligé de passer par les épreuves et de les vivre pour se rendre compte. Je sais pas. Je pense que par contre, j'aurais fait tout le travail sur moi que je suis en train de faire là, en ayant conscience de qui je suis et de comment je fonctionne avant. Peut-être que ma vie, oui, j'aurais peut-être pris un chemin différent. Tu veux dire qu'il vaut mieux faire une thérapie autour de l'adolescence plutôt que à 30 piges? Ah bah oui, mais tu prêches une convaincue, hein, moi. Je sais pas, je pose une question rhétorique. Hein. Ah oui, je te fais une réponse du tout rhétorique. Je suis totalement d'accord avec toi, avec cette idée-là. Qu'est-ce que la thérapie t'a amené par rapport notamment à ta parentalité, ou à l'image ou à l'idée que tu as de la parentalité? Beaucoup de choses. D'abord, ça m'a fait prendre conscience d'à quel point je pouvais mettre la pression. Tu pouvais te mettre la pression, tu veux dire? Ouais, okay. Moi-même. Parce que par volonté de bien faire pour mon enfant, parce que de la manière dont elle a été éduquée, parce que la pression sociale aussi, parce que je crois qu'on en a parlé, mais l'image des mères dans la société, la mère parfaite, machin, tout ça. Et puis moi, et en fait, la thérapie, elle m'a aussi permis d'essayer, alors c'est pas toujours facile, de faire le deuil de la mère fantasmée, projetée, que je visais être, et celle imparfaite que je suis, et qui est en fait en constant apprentissage. Quand tu dis imparfaite, tu veux dire humaine? Oui. Avec des défauts? Oui. Ok. Et ça, c'est le plus gros travail, je pense, travail de lâcher prise, en fait, et d'acceptation. De quoi? De la personne qu'on est, du parent qu'on est, et du fait aussi que l'enfant a besoin qu'on fasse des erreurs en tant que parent pour se construire. Oh là là, c'est vraiment besoin que tu m'en parles, hein, parce que pour moi, je croyais vraiment qu'il fallait qu'on soit des parents parfaits afin que nos enfants deviennent des enfants parfaits. Voilà, c'est ça. Non. Tu peux m'en parler? De quoi? De ça, justement, tu vois, du fait que tes enfants ont besoin que tu fasses des erreurs en tant que parent. Mais je crois que c'est parce que ça a quelque chose de sécurisant aussi pour eux, de voir que on est humain, du coup, et que eux, s'ils font des erreurs, c'est normal, et que c'est comme ça qu'on apprend, et en tant que parent, si on fait une erreur et qu'on la verbalise et qu'on demande pardon parce qu'on a fait une erreur, c'est ok, et du coup ça leur apprend aussi par mimétisme à faire la même chose. Quand mes enfants
Il y a un moment donné où en fin de journée, je suis fatiguée, j'ai une hypersensibilité au bruit qui fait que mon seuil de patience est beaucoup moins haut que d'habitude. Et des fois, je peux me fâcher parce que là, j'en peux plus du bruit. Et je me rends compte après coup que c'est pas de leur faute, en fait, c'est de mon fait, et que eux, ils ont juste fait leur rôle d'enfant qui joue en fin de journée, qui décharge après une journée d'école et de nounou où ils sont rentrés à la maison. Et si je me suis fâchée trop fort et que je vois que ça les a heurtés, je vais vers eux et je leur explique que maman elle était fatiguée et que elle supportait et elle aurait pas dû crier si fort. Après, tu t'excuses? Oui, je leur demande pardon. Comment ça? Ouais. C'est possible en tant que parent? Non mais c'est cool. Et des fois il y a mon fils qui me dit non maman, je veux pas. Tu m'as fait trop de peine, je suis trop triste, je m'en vais. Et il change de pièce et il me snob. Classe. Voilà. Excellente remise à... Titouan, je t'aime, tu sais. Excellente remise à sa place de la daronne. Total. Ça arrivait un soir comme ça, il m'a nommé tout le repas, on était tous les deux. Puis il regardait un livre en mangeant, on n'aura rien à foutre de sa mère. Puis à la fin, quand même, il est venu sur... je me suis dit, au moins il... 5 piges, c'est ça? Pas encore, bientôt, ouais. Ouais, mais t'es bien barré. Vivement l'adolescence. Oui, j'ai déjà l'impression parfois dans ça. Il sait lire. Là. Ouais. Et je me dis, et dans ses réflexions, et j'ai déjà l'impression, je me dis, il y a des fois, en fait, il va vite, et j'ai l'impression d'avoir un ado, des fois, dans sa réflexion. Bon, alors, ça reste un enfant de 5 ans quand même, mais, oui. Dans ses réflexions ou dans sa manière d'être, je me dis, je pense qu'il y a des moments où ça va être compliqué. C'est cool qu'il s'autorise à venir dire, en fait, là, tu m'as blessé, ça dégage, quoi. Oui, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Et en fait, à la fois, c'est difficile à vivre de se faire jeter par son enfant, et en même temps, je me dis, ok, j'ai réussi à mettre en place un cadre suffisamment sécurisant pour que lui, il soit en confiance de dire qu'il va pas être rejeté, abandonné, parce qu'il me dit qu'il est fâché et qu'il veut pas me parler, et que quand il est prêt à revenir et à me dire maman, je suis plus fâché, on peut faire un câlin, ok. Waouh. Ouais. Tu veux dire que t'es en train de... Alors, oui, il y a plein de choses qui découlent de ça. Oui. T'as de la blessure de rejet aussi ou pas, toi? Ouais. Ok. Comment tu vis le fait que ton enfant à ce moment-là te rejette? Ton enfant de même pas 5 ans te dise écoute maman, je dégage. Forcément ça serre un peu le cœur, et en même temps en fait il y a un mélange de mais j'ai envie de te faire un câlin, moi, et de fierté de me dire ok, il est capable de verbaliser ses émotions et son état sans se rouler par terre en me jetant des jouets à la tronche, quoi. Donc je suis plutôt fière d'avoir réussi à lui permettre de faire ça, même si ça peut être pas facile. Après là, ça reste un petit temps, il est petit. Je pense que peut-être s'il fait la même chose à l'adolescence de manière un peu plus forte ou plus longue, ça sera peut-être un peu plus compliqué à gérer, mais je sais en fait, franchement, c'est un bon entraînement, hein. Bah oui. Après, je sais que on s'aime en fait, et que ça n'empêche pas, au contraire. C'est plutôt une belle preuve d'amour de pouvoir faire ça. De pouvoir avoir cet espace-là, oui. En sachant qu'on peut se retrouver après, parce que voilà, ça arrive. Okay. C'est aussi ça, les erreurs. Ça blesse, ça peut blesser, les erreurs, et c'est ok d'avoir le temps de digérer la blessure, quoi. Et ça, c'est un truc que tu as appris grâce à la thérapie, j'imagine. Oui, et à mes lectures aussi, beaucoup, aux échanges que j'ai pu avoir. Ta formidable communauté. Ou avec l'autre, le podcast aussi. Ouais, vous avez un podcast. Ouais. Ok. T'es séparée maintenant? Ouais. Ouais, ça fait 2 ans. La vie de maman célibataire en garde alternée. Ouais. En fait... je sais pas si tu veux, sur l'arrivée du deuxième, il y a une grosse marche aussi, parce que avoir un enfant, c'est déjà compliqué. Avoir 2 enfants qui ont 2 ans d'écart, avec, du coup, j'ai fait mon année de M2, donc enceinte de ma deuxième, avec mon fils, qui avait 2 ans, avec à mi-temps en établissement scolaire, à mi-temps en cours, et en formation, et le mémoire. Marie, et du coup, effectivement, après, j'ai accouché de ma fille. Il y a eu, alors j'ai repris le travail, alors j'ai réussi à reprendre à laver 6 mois, donc j'avais pu faire un allaitement exclusif quasiment jusqu'au bout, donc ça j'étais contente. Et puis j'ai allaité 21 mois, la deuxième c'était vraiment chouette. Et pour le coup, alors, il y a un truc qu'on ne dit pas aussi, c'est que plus
plus d'un enfant entre guillemets, plus d'un enfant, plus les premiers jours d'allaitement ils sont galères parce qu'en fait l'allaitement ça fait des tranchées, c'est ce qu'on appelle les tranchées, c'est-à-dire que ça sécrète une hormone qui fait que ton utérus se remet plus vite en place, donc ça fait des douleurs de contraction. Du coup les premiers jours après l'accouchement, l'allaitement fait que t'as des contractions qui remettent ton utérus en place, donc ça fait super mal. Et plus t'as d'enfants et plus c'est fort et parce que ça va de plus en plus vite et du coup plus ça fait mal quoi. Donc ça c'est pareil, on te le dit pas avant. T'es là, ok, super. Donc ouais. Et on t'accroche et puis après ça a été plus vite que pour Titouan la mise en place de l'allaitement. Au bout de 5 jours c'était parti. Ok. Mais voilà, ça m'est venu en passant. Et en fait avec 2 ressenti 25 ans. C'est une tempête, ça n'arrête jamais. Et c'est vrai que en arrivant à la séparation, se retrouver maman en essayant déjà de reprendre des nouveaux repères, un nouvel équilibre après avoir vécu 8 ans en couple. On a fait une garde alternée tout de suite avec le papa. Et c'est hardcore. Parce que ma fille avait 14 mois. Ma fille, elle marchait depuis 2 mois. Mon fils, il avait 3 ans, il venait d'entrer à l'école. Et puis moi, j'étais dans ce moment de burn-out où c'était en train de se déclarer, en fait, parce que au mois de septembre, au moment de la séparation, j'étais en remplacement en Mayenne, je faisais 1000 km par semaine, plus un temps plein, plus la gestion du déménagement, la gestion de la séparation qui n'était pas facile. Et puis, toutes les démarches autour de ça, plus les enfants, bien sûr. Du coup, je déménage en octobre. Et en novembre, des compensations totales, quoi. Et non, bref, du coup, le burn-out, il était là en mode paroxysme. Et maintenant, c'est à prendre. On commence à avoir des repères plus stables. J'arrive à un peu plus de lâcher prise aussi, donc. Comment ça se concrétise ton lâcher prise ? Je me dis que c'est pas grave s'il regarde 20 minutes de pas de patrouille le temps que je termine de préparer le repas, par exemple. J'essaie de faire pas trop d'écran, mais du coup, ok. Tu vois, c'est genre des petites choses comme ça, ou si c'est pas grave si on mange à 7h30 au lieu de 7h, quoi, ou ouais. Ah, t'es à ce point-là de... Bah oui, parce qu'en fait, s'ils sont trop décalés et qu'ils se couchent trop tard, oui. Après le réveil est difficile, ils sont fatigués, et je me dis que... Mais t'es c'est à une demi-heure près ? Dans leur organisme, tu veux dire ? Ouais, je vois la différence. En fait, leur rythme à eux est important et j'essaye de faire en sorte que de limiter les conséquences de ma vie d'adulte sur leur vie d'enfant. Ok. Bah après, je veux dire, nos parents, ils ont tous déconné, hein, tu vois. Oui, bien sûr. Après, si je peux limiter la casse, oui, bien sûr. mais je sais qu'il y aura des choses. Ne serait-ce que la séparation, ça aura forcément un impact. Je me dis à un moment ou à un autre, même si on l'a accompagné, que les choses, ils vont bien, mais dans leur construction, il y aura forcément quelque chose qui se jouera là-dessus. Sans aucun doute. Voilà. Maintenant. Tout comme tu peux avoir des parents qui sont encore ensemble mais qui sont malheureux. Exactement. En fait, c'est ce qui a joué à un moment donné où quand j'ai culpabilisé sur le fait de partir et en me disant que pour les enfants c'était, et en même temps je me dis oui, mais est-ce que pour les enfants c'est mieux de voir faire un choix en sacrifice où je suis malheureuse toute ma vie et que c'est quoi l'image de l'amour qu'on leur renvoie à ce moment-là, ou de la famille en fait alors que oui, on se sépare parce qu'il y a des fois des gens sont amoureux puis après ils sont plus amoureux et ça ils l'ont compris en fait maintenant. Bah oui. Titouan il me l'a dit l'autre jour, il fait avant papa c'était ton amoureux mais maintenant c'est plus ton amoureux. Oui c'est ça mon chéri, tu as tout à fait compris. Tu as compris. Et quand tu lui poses la question, et toi Titouan, est-ce que tu as un amoureux, une amoureuse? Il fait, je sais pas maman, j'ai pas encore trouvé. C'est bien, franchement, prends le temps, frère. J'ai pas encore trouvé, avec sa petite air grave et sérieux, en plus, c'était trop drôle. C'est pas grave, mon chéri, tu sais, t'as plein de temps, puis t'es pas obligé de trouver. Mais... Tout va bien. J'espère que tu lui dis, comment ça, la princesse, elle est là-bas, dans le donjon. Enfin, quand il veut qu'Anaël soit la princesse, sa petite sœur, Anaël a fait, non, pas princesse, Anaël. Très bien, ma fille. Good job. Dans ton cul, Disney, pardon. C'est ça. En plus, ils ont vraiment changé de ouf. Oui. Dans ton cul, les contes de fées de l'époque. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler dans le podcast ?
Attends, je réfléchis. Je sais pas, on en parlait plein de trucs. En vrai. Non, je sais pas, je pense qu'on a vraiment parlé plein. Si, peut-être la difficulté en étant parent TDAH, d'avoir quasiment certainement des enfants aussi. Ah bon ? TDAH, parce que par génétique, et puis je vois bien bizarrement, comment ils sont. La pomme ne tombe jamais trop loin de l'arbre. Même si on me dit, ouais, faut pas vouloir mettre des étiquettes, gna gna gna, mais oui, après, en même temps, je vois comment ils fonctionnent, je sais. Oui. Et je suis quasiment certaine que le jour où on les fait, on fait des tests, diagnostiques qui tombent, quoi. Mais en ayant soi-même déjà des difficultés de gestion, d'organisation, de perception du temps, de traitement de l'information, de priorisation, etc., en gestion de quotidien, en gérant des enfants qui eux-mêmes ont les mêmes particularités problématiques, c'est vraiment, je pense, c'est une difficulté dans la parentalité supplémentaire. Et que là, du coup, j'essaye de venir bosser parce que il y a plein de... En fait, je me rendais pas compte avant aussi, là, de mettre des mots sur ah, mais c'est pour ça. et du coup, venir, ok, maintenant, comment je peux faire ça ? Et de se dire que, être parent aujourd'hui, effectivement, c'est pas être parfait, que c'est un apprentissage tout au long de la vie, que c'est pour toute la vie aussi, parce que j'ai vu de plus en plus de situations où on se dit qu'après la majorité ou à partir de l'indépendance financière, on n'a plus besoin d'accompagner l'enfant, mais si en fait on peut avoir besoin de son parent toute sa vie et que ça s'arrête. Enfin, on est parent toute sa vie, c'est un rôle qu'on embrasse jusqu'à notre mort en fait. Les enfants, ils sont toujours là, ou même s'ils sont plus là à un moment donné. C'est un vrai sujet, ça, tu vois. Je suis vraiment moi en train de me détacher de cette idée-là, et même, mais surtout pour me détacher mes enfants du fait que ils aient besoin entre guillemets de leurs parents en tant qu'adultes, tu vois, pour s'en libérer. Ça veut pas dire que tu es là en tant que personne imposée. Enfin, en tout cas, moi, en tant que personne imposée. Par contre, si eux viennent te chercher, ou si tu vois qu'ils... Voilà. C'est aussi le rôle... Enfin, en tout cas, à mon sens, c'est aussi le rôle de parent. C'est une vraie question, c'est un vrai débat, c'est une vraie question que j'ai. Parce que... En ce moment, en tant que père d'ado, tu vois, c'est quoi le rôle que tu vas avoir en tant que parent d'adulte? Ça veut pas dire ne pas les laisser vivre leurs expériences et apprendre, etc. Ça veut juste dire que être là en soutien, en fait, et se dire, si à un moment donné, ils tombent, ils se cassent la gueule et ils se font vraiment mal et qu'ils ont besoin, ça reste ton enfant. Enfin, en tout cas, pour moi, ça reste mon enfant et je serais pas... démerde-toi. Moi, je suis pour... Alors, tout dépend de la situation, bien sûr, mais... Tu sais, c'est une vraie question que je me pose, vraiment. Ouais. Et notamment par rapport à l'épisode avec Myriam, tu vois, qui a des grands-enfants, qui ont 27, 25 et 20, qui vivent encore chez elle, pour plein de bonnes raisons qu'elle gardait chez elle et tout. Je vous invite à écouter l'épisode. C'est l'épisode, je crois, numéro 2 de l'histoire de Daron. Mais j'ai aussi un peu ce truc, tu vois, de me dire... à quel point, mais tu sais, par rapport à ce livre qui s'appelle Vos parents ne sont plus vos parents, où toi-même, en tant qu'enfant, tu viens te positionner par rapport à tes parents qui ne sont plus tes parents, et donc tes ex-parents finalement, et toi t'es un ex-enfant. En tant que daron, pour le coup, ça me pose plein de questions aussi sur la façon de te positionner par rapport à tes enfants, de peut-être aussi, tu vois, les enfermer d'une manière ou d'une autre, ou peut-être d'être une sorte de béquille, même inconsciente, tu vois, par rapport à leur vie. C'est des vraies questions. C'est juste autour de moi, je vois la différence dans les familles où il y a du relais et les familles où il n'y a pas de relais, et l'épuisement des parents. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien d'autre que... Il y a tellement peu de choses mises en place pour ces parents en termes de possibilités de relais quand ils sont dans la difficulté, et que surtout c'est quand on nous a éduqués à se dire que il faut construire une famille, qu'être parent c'est un rôle formidable, etc. et que alors eux-mêmes ont été éduqués dans cette, bien sûr, dans la transmission générationnelle, oui, c'est ça. Mais il n'empêche qu'il y a un moment donné où c'est eux, ils nous ont pas mis le couteau sur la gorge pour faire des enfants. Ceci dit, eux, ils n'ont pas eu le couteau sur la gorge pour faire des enfants. Enfin, tu vois, et il y a un moment, et c'est juste, c'est une responsabilité aussi de parents. Et je me dis, à un moment donné, si mon enfant revient vers moi en me disant là, j'ai besoin d'aide, évidemment que je répondrai. Alors, encore une fois, mais pour moi, c'est une vraie question. L'amour inconditionnel, il est là aussi. C'est
Et c'est sans. Et c'est pas un jugement. C'est une vraie question limite philosophique. Tu sais, il y a cette scène qui m'avait marqué moi avant que j'ai des enfants dans le film biographique de Ray Charles. Il est en train de perdre la vue. Il y a une séquence complètement dingue où le môme a genre 5-6 ans, tu vois, il est vraiment en train de perdre la vue. Et tu le vois à travers ses yeux et tu vois qu'en fait c'est tout brouillé et tout. Et il y a la daronne qui est à l'autre bout de la pièce et le gamin l'appelle en disant mamie. Et la mère elle est là. J'ai 2 solutions. Soit je viens l'aider et en fait je vais devoir l'aider toute sa vie à marcher parce qu'en fait il aura besoin de moi. Soit je le laisse venir à moi et en fait elle l'appelle en lui disant je suis là. Et en fait le gamin se pète la gueule. Enfin tu vois et elle pleure sa race. Mais elle le laisse galérer, tu vois. Et je me disais, putain, c'est tellement dur. Mais c'est ce que je te disais dans le fait de les laisser vivre des expériences et des apprentissages. C'est juste qu'à un moment donné où si tu vois qu'ils sont vraiment dans la détresse et qu'il y a mais tu vois, c'est pas aller les chercher, il c'est est au niveau laisser, de détresse. C'est toujours la question. Oui, après ça c'est chacun qui voit ce qui c'est propre à chacun, je pense, effectivement. Mais c'est pas facile, hein. Et je pense que c'est un truc qui continue à apprendre tout au long de ta vie. Je n'ai pas de réponse. Non, moi non plus. Et j'ai 10 piges d'avance sur toi. Mais j'ai 0 réponse vraiment. Et c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais. C'est aussi pour ça que c'est une belle aventure, la parentalité. Oui. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. C'était super. Oui. Et puis bon courage pour merci beaucoup. La thérapie, tout ça. Oh non, franchement. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.